Donc on se retrouve pour le dernier module en fait. Enfin, la dernière sous-section du module Network Services. Je suis en train de vous uploader la vidéo où on a vu les deux premiers protocoles. Donc j'ai explicité ce qu'était le NFS. On a vu l'énumération, ensuite l'exploitation du protocole NFS. Ensuite, j'ai essayé de vous expliquer les principes sous-jacents à un serveur SMTP, IMAP, POP, tout ce qui est messagerie. Et il nous reste une dernière partie en fait. Et là, je vais vous parler de base de données. Donc on va reprendre. J'ai terminé l'exercice, mais bon, c'est pas un problème. Et on va voir donc les bases, vraiment les bases, puisque la base de données c'est extrêmement complexe. Et pour être administrateur de base de données, ça ne s'improvise pas. Ce sont des années d'études. Mais on va quand même voir les bases. Je pense que bah, c'est intéressant et de comprendre tous les concepts en fait qui sont associés à la base de données. Donc on va commencer tranquillement, vous faire une petite intro des familles, on va dire. Euh, donc il faudra récupérer des informations, hein, bien sûr, sur Internet pour tout comprendre, mais on va voir un petit peu comment on peut s'en servir là, dans cette situation, dans un petit capture de flag qui est pas trop mal. Et donc on va récupérer des informations et on va partir du principe que on n'a pas exploité l'ensemble de la machine et qu'on a déjà récupéré en fait des informations. Donc je vais lancer d'abord un scan sur la machine pendant que je vous fais l'intro. Comme ça sera fait, on va pas perdre de temps. Donc on va faire un map-1, je veux scanner tous les ports, je veux du verbeux et je veux le nom de ma machine là. Ok, donc en gros, on va faire très simple parce que c'est un sujet très complexe. Donc la définition simple de MySQL, c'est ce qu'on appelle un RDBMS en anglais, ce qui est Relational Database Management System, qui veut dire en français SGBD, système de gestion de base de données, et des fois on dit SGBDR, parce que là, c'est système de gestion de base de données relationnel. On parle de relation. Je vous ai dit toujours enfant, parent, parent, enfant. Il y a une relation. Donc, on va voir ce que c'est. Les parents, on appelle ça la clé primaire, et les enfants qui sont rattachés tout le temps aux parents, et pas l'inverse, c'est ce qu'on appelle les clés secondaires. Donc on verra ça. Donc le SQL, c'est quoi? Le SQL, c'est le Structure Query Language. C'est langage de requête structuré. Vous le verrez dans plusieurs types de bases de données et elles utilisent tous l'acronyme SQL. Donc une base de données, c'est quoi? Bah, ça permet d'organiser des données structurées et d'en faire des collections organisées et qui sont persistantes. Pourquoi persistantes? Puisqu'on va sauvegarder en base de données et on va aller pouvoir faire ensuite des requêtes pour aller exfiltrer, extraire des informations qui sont pertinentes. Au quotidien, quand vous allez sur un site web, eh ben, il y a une base de données derrière qui avance tout ça et qui va aller vérifier, par exemple, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qu'il est bien valide pour vous authentifier à un service. Quand vous faites une recherche sur Google ou un autre moteur de recherche, c'est également une base de données qui va aller requêter et qui va chercher, prendre vos mots-clés et vous afficher tous les résultats qui sont disponibles en fonction de la sémantique, du sens des mots-clés que vous allez mettre dans le moteur de recherche. Donc tout ça, sans base de données, c'est impossible. Tous les sites web, tout le World Wide Web, vous connaissez le front-end, c'est votre navigateur. Je vous ai parlé du back-end, c'est tout le côté serveur. Et ben, dans le côté serveur, il y a également une base de données relationnelle qui permettent de faire fonctionner le site web. Quand vous allez sur un site marchand, sur Amazon, c'est un exemple parmi tant d'autres, et que vous achetez ou vous ajoutez des produits dans votre panier pour ensuite faire le règlement, les acheter, et ben, quand c'est dans votre panier, qu'est-ce que fait? Ben, ça va requêter dans la base de données, vérifier que l'article que vous voulez est bien présent, qu'il y ait en stock, et si c'est le cas, ça vous l'ajoute dans votre panier, et ensuite ça vous dit, bah écoutez, vous avez commandé deux de ces articles qui valent 15 euros, plus un article qui vaut 300 euros, la somme totale c'est 330 euros à nous régler. Donc tout ça, c'est grâce à la base de données. Donc le SGBD, en fait,
En gros, c'est quoi le système de gestion de base de données? Bah, c'est soit un service, soit un logiciel qui va permettre de créer et de gérer des bases de données qui sont basées sur le modèle relationnel. Modèle relationnel veut juste dire que les données en fait sont enregistrées dans ce qu'on appelle un dataset. Donc les données sont organisées dans des tables. On appelle ça des tables. Chaque table est en relation en fait euh, enfin les tables sont reliées entre elles si vous voulez par des clés primaires, des clés secondaires. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Et bah, comme je vous dis, là, c'est vraiment un gros sujet. La base de données, ça prend du temps à comprendre en fait les mécaniques sous-jacentes, les différents modèles, le modèle théorique avec le modèle pratique. Et donc voilà, le principe, c'est un exemple. On va avoir plusieurs tables, on va avoir la table service, on va avoir la table équipement médical, on va avoir la table nombre d'infirmières, et avec le nom des infirmières, par exemple, dans la table infirmière, le nom des équipements disponibles pour l'hôpital dans la table équipement, et ainsi de suite, nombre de lits dans la table bah, disponibilité de l'hôpital, et toutes ces tables seront reliées, et qu'est-ce qu'elles permettent? De faire un système de gestion de base de données. À partir de ces différentes tables, on va pouvoir informatiser, faire un système d'information qui va gérer, par exemple, un hôpital. Donc, je vous le fais en très simple, mais pour que ça vous parle un peu. Donc MySQL, en fait, c'est juste un nom, c'est Oracle qui fait ça, d'une implémentation en fait logicielle en base de données, mais il y en a d'autres. Et tout le principe SQL, c'est tout le temps un modèle client-serveur, front-end, back-end, ok? Et donc le client, comment le client et le serveur communiquent, eh ben c'est grâce à un langage. On va aller requêter en base de données. On parle de ça, on va faire des déclarations. Et c'est grâce au langage structuré de requête, le SQL. Donc on a d'autres produits. Sur votre Linux, par exemple, vous avez PostgreSQL qui est gratuit. On a la solution de Microsoft qui est payante, bien sûr, qui s'appelle Microsoft SQL. Enfin, il y a une version non payante, mais après en entreprise, il faudra bah, payer forcément des licences. Et on voit qu'elles ont toutes en commun le terme SQL. PostgreSQL, Microsoft SQL et nous MySQL. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent tous le Structure Query Language. Donc, ça veut dire que grosso modo, il y a une différence au niveau de la déclaration, de la syntaxe. On parle de syntaxe en programmation. Mais si vous savez utiliser le SQL pour comprendre déjà les bases du langage de requête structurée, vous pourrez utiliser toutes les autres solutions. La seule différence, c'est en termes de langage, en termes de syntaxe. Certains langages sont typés et d'autres ne le sont pas. Donc ça, c'est pareil. Je rentrerai pas dans les détails, mais pour vous donner un exemple très trivial, qui n'a rien à voir, mais imaginons que pour dans une base de données certaines types, eh ben on va faire par exemple print ln bonjour et fermer les guillemets. Ça sera juste l'équivalent pour dire bonjour. Donc ça, c'est pareil. En programmation, on parle de langage typé ou de pas typé. Ça, on va dire qu'il est typé. Et il y a un autre langage qui va faire exactement la même chose, mais qui sera pas typé. On n'aura pas besoin des guillemets et on va juste mettre print. On n'a pas besoin du ln et on mettra bonjour. Et qu'est-ce que va comprendre ce langage? Bah, exactement comme l'autre, en fait, il va comprendre ta fiche bonjour à l'écran. Un est pas typé, bonjour print, un autre est typé. Il va falloir pas oublier de mettre les guillemets, et le print vient avec un autre argument qui s'appelle ln, et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Il y en a un qui est légèrement plus complexe que l'autre, mais les deux font exactement la même chose. Eh ben, en langage SQL, c'est pareil. Les divergences, en fait, sont sur la syntaxe. Les commandes sont légèrement différentes. Mais une fois que vous avez pigé les principes, eh ben, c'est complètement la même chose. Donc, MySQL, c'est un système de gestion de base de données qui va permettre d'héberger un serveur et des programmes, des utilitaires qui vont aider à l'administration à la fois de la base de données, mais qui vont permettre d'avoir des descripteurs au niveau de la base de données et lui donner des instructions comme créer, éditer, accéder aux données qui sont dans les tables. Donc ça permet de faire des requêtes et de communiquer via le langage
MySQL, ou le langage SQL de toute façon, peu importe la base de données relationnelle, puisque c'est toujours basé sur du SQL ou des variations du SQL. Après, vous avez d'autres bases de données qui ne sont pas relationnelles. Aujourd'hui, je parle que de bases de données relationnelles. Parce qu'il y a une différence, il y a des bases de données relationnelles, il y en a qui ne le sont pas. Donc, MySQL, ça permet de créer une base de données, comme je disais, de stocker et de manipuler de la data, de la donnée, et de définir des relations dans chaque table. Le client va faire des requêtes au serveur via des statements, donc des déclarations spécifiques en langage SQL. Et le serveur va répondre en retour au client, notre machine par exemple, avec l'information qui a été demandée. Un exemple, vous partez en vacances, vous allez sur n'importe quel site web et vous lui dites, je veux partir de Paris le 13 juillet 2021 et je veux aller à New York. Qu'est-ce que va faire le site web? Eh ben, derrière, vous le voyez pas, mais il va aller requêter grâce au langage SQL dans la base de données du serveur. Le serveur web vous affiche les résultats, mais derrière, il y a toute une opération mathématique via des déclarations spécifiques où il va dire, pour l'utilisateur Bobby, on peut dire, sans rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de vous embroder, mais on va dire, ouais, dans la table voyage, tu me prends toutes les disponibilités, le siège, qui partent de Paris, qui vont à New York le 13 juillet 2021, et je veux que tout ça, en gros, ça soit égal à 1. C'est-à-dire que, grosso modo, il y ait une place encore disponible dans l'avion. Si c'est égal à 0, j'affiche dans le navigateur web, désolé, pour cette date, nous n'avons pas de billet d'avion pour le trajet Paris-New York. Si c'est le cas, eh ben, je dis au client, au navigateur web, donc à l'utilisateur, nous avons en effet une place d'avion pour cette date de Paris à New York et je lui demande d'afficher le prix. Donc, vous voyez un peu le principe. Mais c'est tout le temps, tout comme ça. Et peu importe le site, peu importe le cœur de métier ou ce que va vendre le site web, hein, en fait. Hein. Vous pouvez vendre des petits pots comme vous pouvez vendre des places d'avion ou des places de train. C'est toujours les mêmes requêtes en fonction de différentes tables. Les tables sont différentes, bien sûr, mais grâce aux déclarations, on va pouvoir communiquer en SQL au serveur via notre client. Et votre navigateur web fait que ça. Il fait que communiquer au serveur et le serveur communique en retour en SQL à la base de données. La base de données répond au serveur en SQL et le serveur retraduit les informations à votre client, à votre navigateur web. Et ça, tous les jours, on se balade sur Internet. Pour nous, c'est transparent. On ne voit pas ce qui se passe derrière le back-end avec la base de données qui tourne. Je m'arrête là. Donc, comment ça fonctionne MySQL? Bah, MySQL, la force, c'est que c'est multiplateforme. Vous pouvez être sous Linux, vous pouvez être sous Mac, vous pouvez être sous Windows. C'est vraiment plusieurs composantes qui permettent de faire tourner un back-end et une base de données, donc un serveur dédié en base de données complet. Vous avez 5 composantes qu'on appelle LAN et qui sont l'abréviation de L Linux, Apache A Apache, M MySQL et PHP P. Donc LAMP stack. Et ça, on appelle ça la couche LAMP. Vous pouvez l'installer, c'est totalement gratuit et ça vous permet, même si vous voulez sur votre ordinateur ou si vous possédez un serveur, d'héberger un site web complet. On aura quoi? On aura la couche Linux qui va faire tourner le serveur Apache. Le serveur Apache, il va nous faire le World Wide Web, le Tomcat, ça va nous permettre d'afficher un site web. Le PHP, ça va être tout le code qui va être interprété par notre code Apache, par notre serveur Apache, pardon. Et après, si on a besoin d'aller requêter, et très souvent pour un site web, on a besoin d'aller requêter en base de données, on a également un serveur MySQL. Il va faire le lien entre la couche Apache de présentation, la base de données MySQL et le PHP pour le fonctionnement du site web. Ça, on héberge, ça, on fait tourner une base de données, et ça, on code pour faire fonctionner le site web. Et tout ça, ces 3 composantes, Apache, MySQL, PHP, elles tournent sur un serveur Linux. Donc ça, on voit bien que c'est clé en main, grosso modo.
Je vous mettrai plusieurs ressources pour comprendre et vous pouvez apprendre le MySQL gratuitement sur W3 School. Si vous utilisez l'anglais, vous pouvez traduire les pages en français. Allez sur W3 School. Vous allez apprendre tous les langages de programmation. J'y vais très rapidement. Je vous mettrai tous les liens en description comme d'habitude dans mes sources. Donc là, eh ben, on va avoir la production à la base de données MySQL. C'est pour ça que je ne fais que survoler, puisque vous allez voir que c'est costaud. Là, on a toute la partie MySQL, se connecter, créer une base de données, créer une table, insérer des données en table, récupérer les ID des différentes clés, faire des opérations mathématiques, des multiples, préparer les données, sélectionner les données, faire des déclarations, where, order, delete, update, limit, et après on va pouvoir aussi exfiltrer, sortir les données, les présenter sous forme de tableau, et on voit une requête très simple. Je vous montre comment ça marche, mais très très simple. On utilise des verbes et des noms. Là, on a un verbe. Le verbe, c'est select. Sélectionne-moi. Ensuite, j'ai un nom. Là, c'est ma clé. Là, en fait, quand on vous expliquait, il y a la clé principale, c'est employé. Et j'ai une clé secondaire, c'est last name. Last name, c'est quoi? C'est le nom. Employé, c'est employé. Et je lui demande from. Donc ça, je déclare. Donc ma déclaration, elle demande quoi? Elle demande de sélectionner from à partir de la table employé, enfin de la clé primaire employé, eh ben, tous les noms des employés. Et vous voyez que un employé a forcément un nom. Par contre, un nom n'est pas forcément employé de l'entreprise. C'est pour ça que je vous dis, pensez tout le temps en termes d'héritage. Les enfants héritent des parents. Les parents ont les droits, c'est le maître, et les enfants, ce qu'on appelle une clé secondaire, sont hérités. Donc c'est eux n'ont pas les droits, ils dépendent. Les enfants dépendent, vous dépendez de vos parents. Vos parents, avant, vous dépendez de vos grands-parents. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Et donc, la logique, c'est quoi? C'est clé primaire, eh ben, elle a plein de clés secondaires. Une ou des milliards de clés secondaires. Tout ça, c'est organisé dans la table. Et l'inverse n'est pas vrai. On n'aura jamais des clés secondaires qui héritent de la clé primaire. C'est tout le temps la clé primaire qui va hériter des enfants. En effet, comme je vous dis, c'est le meilleur exemple qui est là. Vous pouvez tout à fait avoir des employés et c'est normal qu'ils auront des noms et des prénoms. Par contre, c'est pas parce que vos employés, pardon, c'est pas parce qu'une personne a un prénom et un nom qu'elle est forcément employée. Elle peut ne pas faire partie de la société, elle peut être chômeur. C'est un exemple très trivial, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un cas, c'est toujours vrai, et il y a un autre cas, bah, c'est faux. Dans vos employés, ils auront forcément un nom. Par contre, c'est pas parce qu'on a un nom qu'on fait partie de l'entreprise. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Je m'arrête là. Mais vous voyez le principe de dépendance, d'héritage. C'est pour ça qu'on parle de base de données relationnelle. Parce qu'il va falloir penser ces tables pour que ça soit toujours vrai. Que les clés secondaires soient toujours valides par rapport aux clés primaires. Et ça permet de faire les relations. Et c'est grâce à ces relations qu'on va pouvoir faire des requêtes complexes. Donc là, c'est très simple. Je vais essayer de vous montrer une autre requête plus complexe. Mais vous voyez que sur le site, c'est là où je voulais en venir. Déjà, vous pouvez apprendre le HTML, le CSS, le JavaScript, le SQL, le Python. Et si je vous dis pas de bêtises, il y a même moyen de traduire automatiquement, soit avec Google, soit en descendant tout en bas et de le passer en français. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez passer des certificats, mais déjà, vous avez du jQuery, du XML, du Java, du PHP, du Bootstrap, du Python, du SQL, du JavaScript, du HTML, de l'Angular, du C++. Franchement, ce site est génial. Il est tout moche, mais par contre, il va vous apprendre plein de trucs. Si vous avez besoin d'apprendre la programmation, c'est gratuit. Vous n'aurez rien à payer et je vous le conseille très fortement. Après, comme je vous disais, ça va prendre beaucoup de temps. À vous d'apprendre, à apprendre le PHP, à apprendre le MySQL, l'Ajax, et j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, grosso modo, je vous montre un exemple très très simple.
Comment on peut connecter du PHP? Je vous ai dit, on peut faire du PHP une base de données pour héberger sur un site web. Bah là, c'est le meilleur exemple. On débute notre code PHP, on déclare quatre variables. Il y a une variable, c'est le nom du serveur, une autre variable, c'est le nom d'utilisateur, une autre variable, c'est le mot de passe, et une autre variable, c'est le nom de la base de données. Là, la base de données, la valeur, elle s'appelle MyDB, My Database, ma base de données. Le password, ça attend quoi? Une chaîne de caractères qui s'appelle password, mais là, en l'occurrence, ça peut être autre chose. Username, c'est pareil. Quand on tape username, on n'attend pas des chiffres. On va pas demander 1, 2, 3, 4. On va dire, non, non, je veux pas des chiffres, pas des nombres, je veux une chaîne de caractères. Toto, Tata, Titi. Et le server name, là, nous, si on l'héberge sur notre machine, ça sera notre localhost. Il va tourner en local et les personnes pourront se connecter de l'extérieur. Ensuite, ça fait quoi? On crée une connexion. Donc là, on va définir une nouvelle variable connexion. On lui demande de faire un new et on veut quoi? On veut un MySQL. Et ça, c'est en gros, tu vas me créer une nouvelle base de données et je te donne les quatre variables que j'ai définies avant. Et on voit qu'on retrouve nos quatre variables dans MySQL. Ensuite, on va faire quoi? On va vérifier que la connexion est disponible. Donc, on lui dit connect, on vient de la déclarer au-dessus. Si jamais il y a une connexion d'erreur, tu affiches grosso modo connexion fail. Il y a un problème. Sinon, tu passes aux autres instructions. Et en base de données, tu vas sélecter quoi? L'ID, le nom, le prénom à partir de mes invités ou par exemple Do, si on parle de John Doe, Do est présent. Et tu m'affiches ça en base SQL, le résultat, à partir de la connexion qu'on a définie là. Et $con, on voit qu'il y a en effet server name, username, password, dbname. Sinon, tu m'affiches les résultats pour chaque ligne. Donc row, c'est une ligne, colonne, c'est une colonne. Et dans une table, vous avez des lignes et des colonnes. Et là, on voit qu'on demande à la base de données d'afficher l'ID, ensuite d'afficher le nom et le prénom. Sinon, on lui dit, écoute, dans ce cas-là, j'ai rien trouvé en base de données, il n'y a pas de Do qui existe, Monsieur Do n'existe pas, donc zéro résultat. Et ça, concrètement, chaque fois que vous faites une recherche sur un site, c'est ce qu'il fait là. Si je tape Do, il va me dire non, non, Do, moi je connais pas. Voilà. Voilà, il me sort d'autres résultats. Il va aller les chercher ailleurs. Il est pas con. Mais voilà ce qu'il affiche. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher en base de données. Je lui ai mis, c'est pas last name, c'est un terme, peu importe, je connais pas le nom de la variable, mais il est allé chercher le string de caractères, la chaîne de caractères Do. Il est allé requêter en base de données et elle m'a dit, voilà, regarde, j'ai 227 résultats sur le site avec tous les liens hypertexte. Donc, très succinctement, c'est pour vous montrer comment on peut sélectionner, filtrer des données grâce à MySQL. Donc voilà, très simplement. Mais à l'exposé, franchement, la base de données, c'est chiant au début, mais une fois qu'on utilise, on voit la puissance des choses, quoi. Si vous devez faire des programmes complexes, il vous faudra une base de données. Si vous allez faire de l'énumération, de la reconnaissance sur une machine, si vous connaissez la base de données, vous pourrez vous créer votre propre base de données et enregistrer toutes les informations pour aller ensuite requêter. Et votre client, il vous dira, ah ouais, mais je te donne un exemple très trivial. Comment t'as réussi à pirater mon serveur de messagerie? Vous allez dans votre base de données, vous tapez serveur de messagerie, et là, si vous êtes bon, votre base de données elle va vous afficher l'heure à laquelle vous avez fait l'opération, elle va vous sortir tous les screenshots pour le client, elle va vous dire, t'as fait telle commande sur Metasploit pour pouvoir exploiter la machine, et ça a donné tel résultat. Et la base de données vous sort, les dates, vous sort les heures, les actions que vous avez faites et les captures d'écran que vous pourrez montrer au client pour lui expliquer comment vous avez piraté son serveur. Là, c'est un exemple pareil, très trivial, mais on voit la puissance une fois qu'on sait manipuler les données dans une base de données. Parce que c'est extrêmement puissant. Donc, je m'égare, mais aller sur ce site, c'est vraiment de la bombe. Même si il paraît dégueulasse comme ça, faites un Google Trad, regardez si vous pouvez pas vous balader, mais de mémoire, quand j'ai commencé la programmation, je crois que c'était en français.
Je sais pas si je peux le changer de là, mais on va voir. Allez, je fais le dernier coup de main. W3, W3 School. Sinon, vous avez bien sûr Open Classroom, mais c'est pas aussi, il n'y a pas autant d'exercices en français. Ouais, ça peut se faire, non? Voilà. Tapez français, et là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas apprendre la programmation. Et là, la page est traduite, ok, ce qu'ils nous disent. Mais là, vous avez tout pour apprendre et récupérer les exercices. Sinon, Google Trad. Sinon, vous utilisez, comme je vous disais, mon petit Mate et vous faites traduire la page. Là, je suis en VM, ça bug un peu, mais vous faites traduire la page en français et il va vous la traduire gentiment. Sinon, vous pouvez utiliser Google Translate. Donc là, dans la VM, ça marche pas, mais je vous rassure que je peux l'utiliser dans mon navigateur classique et il n'y a pas de problème. Il me traduit bien les pages. Et mieux que Google. C'est pour ça que j'utilise Mate plutôt que Google Trad. Bon, bref. Revoyons ce que je vous ai dit. Quel est le logiciel qui permet de faire fonctionner MySQL? Eh ben, c'est le fameux qu'on a vu là-haut. Donc ça, c'est l'abréviation de SGBDR, mais en anglais, on parle de RDBMS pour Relation Database Management System. Système de management, de gestion, de base de données relationnelles. Donc, sur quel langage est basé MySQL? Je vous ai dit sur le langage de requête structurée. Structure, request, language. Structure, pourquoi SQL d'ailleurs? Attendez, je suis en train de me fatiguer. Structure, query, language. Autant pour moi. Le modèle de communication qu'utilise MySQL, on a vu, c'est client-serveur. Comment? Ben, on peut faire tourner une application MySQL. Il nous faut, vous étiez à la fois un back-end, donc un serveur, et une base de données. Et une base de données côté serveur, ça s'appelle back-end database. On a le back-end, c'est mon serveur Apache qui me fait tourner mon site, et on a la base de données. Et toutes ces composantes, en fait, on fusionne et on parle de back-end database. Et un des réseaux sociaux, justement, qui utilise MySQL, eh ben, c'est Facebook. C'est le meilleur exemple. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment énumérer tout ça. On a quelques petits exercices, euh, mais avant qu'on attaque, on va clarifier la situation. Ça ne sera pas aussi simple. Là, on fait un capture de flag. C'est simple pour vous faire comprendre comment on énumère, comment on peut attaquer via certaines failles des bases MySQL en fait. Mais ça ne sera pas exhaustif. Il y a encore des centaines de milliards d'attaques possibles. Mais on va partir du principe qu'on a déjà fait toute notre phase de reconnaissance, qu'on a piraté en fait et récupéré des informations à partir d'un serveur web par exemple, ou un share Samba ou un NFS, et qu'on a réussi à récupérer le compte de la base de données. Et c'est quoi? C'est root, et le mot de passe, bah, c'est password. Donc ça, bien sûr, c'est pour notre scénario. Dans la vraie vie, avant d'accéder à la base de données, il faudra pirater tout un sous-ensemble de d'autres protocoles et d'autres domaines ou de sous-domaines d'un serveur web avant d'arriver à la base de données. C'est rare qu'on attaque, mais c'est possible via une injection SQLi. On verra ça plus tard. Mais c'est rare qu'on attaque directement la base de données en fait. Mais c'est possible, ça arrive, ça dépend. Donc dans cet exemple, on part du principe qu'on a réussi à récupérer l'utilisateur, qui est root, admin, et le mot de passe qui est password. Ok. Euh, donc la logique, on vient de pirater un SSH et on a eu les comptes. Pardon, on a essayé de pirater dans notre scénario, on a essayé de pirater un login en SSH, on n'a pas réussi. Donc l'étape suivante, nous, ici, ça sera de s'occuper de traiter la base MySQL. Donc, déjà, on peut faire un sudo apt install MySQL pour être sûr, mais comme Metasploit, eh ben, généralement, c'est installé sur Kali Linux et par AutoS. Si vous avez une autre distro, Black Arch,
Pengu, Ubuntu, eh ben, allez faire un sudo apt install. Le meilleur moyen de savoir si on a MySQL, je vous montre, eh ben, c'est de justement taper MySQL. Et là, on voit qui me lance un message d'erreur, mais tant mieux. Ça veut dire que j'ai mon client et j'ai mon serveur MySQL. Et je peux faire un sudo service. Je vais lui demander justement MySQL status. Ça, c'est toujours important. Avant de pouvoir utiliser certains protocoles, il y a des daemons. Là, c'est un daemon Linux ou un service Windows. Mais daemon service, c'est pareil. Et là, on voit que MariaDB, donc faites bien attention, MariaDB, en fait, c'est la base de données et ça équivaut à MySQL. C'est du Oracle. Donc, dès que vous voyez MariaDB dans votre tête, il faut que ça fasse MySQL. Sous un environnement Linux. Sous Windows, ça sera différent. Sous macOS, je sais pas. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, hey Coco, t'inquiète pas, ton service, il est chargé. Pour l'instant, il est inactif. Donc si on a un doute, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, au lieu de faire sudo service MySQL, on va faire un start pour démarrer le service. Là, je peux faire à nouveau un status. Et là, on voit qu'il était inactif. Il est passé en actif. Là, ma base de données tourne. Elle attend des connexions sur certains ports réseau. On va voir que le port qui est utilisé, il sera à retenir aussi. Eh ben, c'est le 3306, le 3306. Et voilà, si je peux faire, on voit qu'on a des processus qui tournent. Et dans vos têtes aussi, je vous en reparlerai, mais un schéma, ce qu'on appelle un schema en anglais, eh ben, un schéma, c'est l'équivalent d'une base de données sous MySQL. Donc, dès que vous voyez du MySQL, du langage MySQL, c'est différent avec d'autres langages SQL, mais dans MySQL, dans vos têtes, schéma, base de données, schema, database, c'est exactement la même chose. On parle de la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux vérifier encore? Bah, si je suis un peu masochiste, je peux faire un netstat sur ma machine et on va lui demander de tout m'afficher. Et là, on va voir que on a un port qui est connecté, on écoute, c'est ma base de données qui écoute sur le réseau local et qui attend qu'il y a des utilisateurs qui soient connectés. C'est un de ces trois. C'est pas le bout de PC, ça doit être un de ces deux. Donc là, peut-être mon port 52 688 ou 44 074 attend de se connecter à un client ou à un serveur sur le port, je les ai dit, et on va le voir, 3033 06, 3336. Et là, si je regarde un peu mon Nmap, qui met une plombe, parce que je lui ai demandé de scanner tous les ports, on voit qu'on a notre fameux port 3306. Donc là, par réflexe, si l'admin n'a pas changé de port, ça c'est le port qui permet de se connecter à la machine qu'on va attaquer en MySQL. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais le laisser tourner. Ouais, je n'en ai même plus besoin. Je vais le laisser comme ça, tel quel. Et je vais vous montrer donc comment on peut énumérer. Donc, avant d'attaquer, d'exploiter, on énumère. C'est de la reco. Donc, la reco, comment je peux faire ça? Très simplement, en fait. J'ai mon port 3306, je sais qu'il est ouvert grâce à Nmap. Maintenant, on va continuer. On va essayer de se connecter au serveur avec cette commande mysql-h IP, l'adresse de la machine et le nom d'utilisateur -p. On va voir, à mon avis, il va me jeter. Bon, on peut toujours tester pour vous montrer. Donc, je reprends ma commande, je clear. Je vais essayer de rendre transparent un peu, que vous voyez. C'est peut-être un peu trop. Voilà. Donc, on va tester. Je vais faire mysql-h. Je vais lui dire, hop, cette machine, tu vas me prendre quoi? Eh ben, -u, je vais essayer de me connecter en tant que saltimbanque, ok? Et -p. Et là, il me dit rentre un password. Je vais essayer de rentrer le mien, on va voir. Donc là, il nous dit, saltimbanque, moi je t'ai pas, t'es pas autorisé. Donc ce qui est normal.
Si un anonyme peut se connecter à la base de données, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, il va falloir qu'on trouve un compte qui est disponible pour la base de données. On va utiliser deux outils. Je vais vous montrer d'abord avec Nmap, avec un script. Et je vous ai dit que Nmap, non seulement ça fait du scan de port, mais vous avez énormément de scripts. Je vous redirige vers ma vidéo sur Nmap, sur l'utilisation des scripts, comment aller requêter en base de données pour l'utilisation des scripts et trouver celui qui nous intéresse. Aujourd'hui, on va utiliser MySQL Enum. Ensuite, je vous montrerai comment faire ça sous Metasploit, parce qu'il y a aussi des modules. Donc, on est parti, on va utiliser notre petit script. Là, j'ai pingé la machine avec Nmap. Maintenant, je vais demander de scanner les failles et de faire de l'énumération grâce à Nmap, toujours. Sudo Nmap, comment ça se passe? Eh ben, je veux quoi? Je veux un script. Là, le script, il s'appelle comment? Ben, il s'appelle MySQL enum. Et ensuite, tout simple, je mets l'adresse IP. C'est parti. Donc, qu'est-ce que nous dit le script? Ben, il nous dit, Coco, en effet, moi j'ai scanné les 1000 premiers ports, même si tu me l'as pas demandé, parce que je sais que le port, par défaut, bah, c'est le 3306, et il nous trouve aussi le port SSH. Et il nous dit, bah, sur les 1000 premiers ports, en tout cas, il y en a que deux ouverts. Il nous donne là. Et vous voyez qu'on a beaucoup plus de détails. Et là, on a le script qui est rentré en action. Et qui nous dit, bah, écoute, moi, pour cette machine, déjà, il y a un compte route qui est valide. Il y a un compte netadmin, il y a un compte test, il y a un compte guest, il y a un compte user, il y a un compte sysadmin, il y a un compte administrateur, il y a un compte web admin, il y a un compte admin et il y a un compte web. Donc là, il me dit, écoute, moi voilà ce que je te trouve. On lui a pas demandé de récupérer des mots de passe là, on lui a demandé de l'énumération. Et ben c'est exactement ce qu'il fait. Il nous énumère les comptes qui sont valides sur la machine. Donc ça, c'est cool. Ça nous apprend déjà des informations. Revenons un petit peu sur notre machine, enfin sur notre exercice, pardon, excusez-moi. Et je vais juste voir qu'est-ce qu'ils veulent que je vous montre précisément, parce que j'ai pas envie de partir en freestyle. Euh, donc là, retentons ce que j'avais fait. J'avais dit, vas-y, j'avais mis saltimbanque. Non, là, ça marche. Est-ce que si je mets admin, par exemple, allez, on va essayer administrateur. On va voir si ça marche. Ah, là, il me demande un mot de passe. Je peux rentrer. Ok, je teste avec admin. D'accord. 1045, pareil. Mot de passe, pas bon. Là, mot de passe, pas bon. Là, j'ai rentré aucun mot de passe. Là, j'ai rentré un mot de passe. Là, j'ai testé avec admin et administrateur. Donc, il va falloir quand même trouver maintenant le mot de passe. Comment on peut trouver le mot de passe? Eh ben, on va voir ça après. Mais là, je vais vous montrer maintenant comment utiliser tout simplement le module Metasploit, qui peut être aussi très utile. Donc là, on va utiliser un module qui s'appelle MySQL SQL et on va voir un peu si le résultat diffère du script MySQL enum. Donc on va voir. Et je suis bête en plus. Je suis vraiment trop con. Mais je vais vous montrer d'abord un petit peu.
quand même, le principe. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vous ai dit, on a testé quoi comme commande? On a testé le fameux, on va faire ça, le MySQL-H, le nom de ma machine. Et qu'est-ce qu'on a vu plus haut? Eh ben, je vais me connecter en tant que -u, route, ok, et le password. Qu'est-ce qu'on a vu? Que le password, bah, c'était password. Voilà. Donc là, avec MySQL, on voit qu'avec un utilisateur valide et un mot de passe valide, avec une adresse IP, bah, je me connecte au moniteur MariaDB. MariaDB, là, je suis rentré dans la base de données. Je peux faire help, et là, j'ai toutes les commandes qui me permettent d'aller requêter dans la base de données. Donc on voit que MySQL permet de se connecter à la base de données, forcément, quand on a un utilisateur et un bon mot de passe. Là, ils nous l'ont donné, ça a été facile. Mais voilà un petit peu pour comprendre comment on se connecte à une base de données. Et là, je peux aller requêter, je peux ajouter des tables, je peux effacer des tables, je peux ajouter des utilisateurs en base de données, et j'en passe, et des meilleurs. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement, comment on se connecte à une base de données, en fait. Et ben là, en ligne de commande, et ben on va faire ça. MySQL-H, l'adresse IP-U, le nom d'utilisateur, -p pour lui dire qu'on attend un mot de passe, vous faites entrer, et là il vous dit, ah, t'as fait -p? Bah vas-y, mets-moi le mot de passe, ou vous pouvez faire -p, et là j'aurais pu mettre password, et comme ça, il serait connecté directement sans me demander le mot de passe. Ça, c'est après une question de choix, quand vous voulez vous connecter, et on voit bien que ça tourne sur un serveur Ubuntu en 5.7.29. Et à chaque fois que vous vous connectez en base de données, il y a un ID qui vous est propre. Et là, mon ID, c'est quoi? Bah, c'est le 20. Donc voilà, bon à savoir. Ensuite, là, on va faire quitte. Voilà, bye bye. Il nous dit au revoir. En plus, elle est gentille, la base de données. Donc ça, MySQL permet de se connecter à une base de données. Maintenant, je vous disais, on va tester l'autre module pour faire de l'énumération via notre ami Metasploit, aka MSF Console. Donc je vais lui dire quoi? Bah, je veux du MySQL et on va voir si tu peux me faire de l'enum. Et là il dit ouais, ouais, moi pas de problème, j'ai aussi un module enum. Donc là pour rappel, qu'est-ce que je fais? Soit je fais use et je reprends copier-coller tout le chemin absolu, soit je fais use 0, beaucoup plus pratique. Ok, je suis là-dedans. Reflex, show option. Je veux quoi comme option? Eh ben, il dit, écoute, il y a 4 variables qu'il faut que tu me définisses. Il y en a 2 qui sont requises. Yes. Les autres sont pas forcément nécessaires. Ça dépend de ton cas d'utilisation. Eh ben, moi, je vais lui dire, bah si, password. Moi, j'ai besoin de le définir dans mon cas. Donc, je vais faire un set password. Et je veux quoi comme password? Bah, password. Ce qu'on a vu plus haut. Je vais faire un set username. Et je veux quoi? Bah, je veux que ça soit root. Root et password. Ce qu'on a utilisé juste là, à côté, pour se connecter à la base de données. On voit que ça marche. Donc autant les utiliser et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Le port par défaut, c'est le 3306. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, il me faut le rhost. Quelle machine j'attaque? La machine, c'est la VM de TryAcme. Donc je vais faire un set rhost et je lui mets l'adresse IP. Ok, maintenant je peux run. Et ça dit quoi? Et bah bim, ça va énumérer. Et vous voyez que c'est encore plus complet avec Metasploit. Qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, écoute, j'énumère la base de données MySQL et Coco. C'est du 5.7.29 Ubuntu. Il s'est planté? Non, je crois pas. Si on regarde bien. Exactement ce que nous dit la base de données quand nous on se connecte. Eh ben, lui, il nous récupère les mêmes infos, mais plus intéressant. Il nous dit ça a été compilé sous du Linux. C'est une architecture 64 bits euh, avec un processeur x86. Le nom de la base de données, elle s'appelle Polo MySQL. Les variables, elles sont dans cette arborescence de la base de données du serveur. Login of queries et login, c'est sur on. Log file location, c'est sur off. Donc ça, c'est des paramètres de la base de données. Est-ce que ça utilise un vieil algorithme pour hacher les mots de passe? Ben non, c'est sur 0. Sinon, ça serait sur 1. Est-ce qu'on peut charger des fichiers locaux on? Donc, vous voyez, je ne vais pas continuer, mais vous voyez qu'il y a plein d'informations qui concernent la base de données. Est-ce que le certificat
Et présent, il y a bien un certificat SSL qui s'appelle ca.pem. Est-ce que la connexion SSL est activée? Bah oui, donc c'est du chiffrement. La clé, le certificat. Le certificat du serveur. Ça, c'est le certificat de la base de données. Ensuite, il nous dit, Coco, j'ai réussi à énumérer en fait des comptes. Là, il nous dit quoi? Qu'il y a une. Ok, là, il nous balance une erreur, on ne va pas en tenir compte. Et là, il nous dit exactement ce qu'on a vu. Il y a un localhost, on peut créer des utilisateurs, on peut autoriser des utilisateurs. Donc ça, c'est des fonctions en base de données. On peut recharger les privilèges, on peut éteindre les privilèges, les couper, on peut passer en mode super privilège. Donc tout ça, c'est des fonctions en base de données. Pareil, je vais pas m'étendre, mais en tout cas, il nous dit toutes les possibilités. Et après, là, par contre, on voit que il nous donne pas toute la liste d'utilisateurs, contrairement au script MySQL. Donc à vous de jongler entre ces deux modules pour récolter un maximum d'informations. Et là, c'est le cas. Là, le meilleur exemple, ce qu'on va l'utiliser après, il va nous dire, hey Coco, j'ai remarqué un truc super intéressant. Le compte là que je vais te donner, en fait, il a accès à des privilèges au niveau de la base de données. Le root, au niveau du localhost, on a un compte Debian, on a un compte root toujours, et on a un utilisateur qui s'appelle Carl. Et Carl, apparemment, il a les privilèges, donc il peut être root sur la base de données MySQL. On va voir plus tard comment exploiter ça. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe avec Metasploit et le script MySQL. Et donc, si on regarde, il nous demande qu'est-ce qu'on a défini. Bah, on a défini quoi? Si on revient, j'ai défini quoi? J'ai défini le password, les trois variables, le username et le rhost. Et ensuite, j'ai fait OK, j'ai mis ces trois informations, le password, le rhost, le username. Ça, le port, j'avais pas besoin de le changer, il était déjà bon. Et c'est ce qu'il nous demande. Bah oui, j'ai changé le password, le rhost, le username. Pouvoir faire un run et lancer mon module Metasploit. Ensuite, il nous dit quelle version par défaut. Ben, il nous a bien trouvé la version 18.0.4.1. Voilà. Et ensuite, il nous demande combien. Ah, alors, deuxième truc, je vais retourner, autant pour moi. Search MySQL. Bah, je peux y aller tout de suite. Use auxiliary, donc pensez à l'autocomplétion avec tab. Admin, MySQL, pardon, ouais, MySQL, oui, enum. Donc là, je vais changer une option. On va avoir nos options, show option, et le password, non, qu'est-ce que je dis? Ah oui, là c'est un autre module, c'est MySQL SQL. Donc on va utiliser ça. On va voir quel est le résultat. C'est des points fins, ça marchera pas, hein. Ouais, non. Donc use auxiliary admin MySQL. Donc vous voyez que dans MySQL, vous avez plein de modules. Vous avez MySQL enum, mais vous avez MySQL SQL. Ok, les options. Donc notre host, on va le mettre. Ok. Le username, bah, on peut le faire. On le connaît. C'est root. On va mettre notre password, comme tout à l'heure. C'est password. Ok. Et là, je fais un run. Et là, vous voyez que avec cette commande et la commande qu'on demande, on va requêter en base de données grâce au langage SQL. Et en langage SQL, qu'est-ce que fait ce module? Eh ben, il peut exécuter du langage SQL. Et là, le langage, la commande qu'on lui demande, on fait un select version. Et lui, en langage SQL, qu'est-ce qu'il comprend? Eh ben, il dit à la base de données, tu me choisis la version de ta base de données. La base de données, elle répond. Elle dit, ok, pas de problème. Moi, je suis 5.7.29 Ubuntu 18.0.4.1. Voilà. Si on change le paramètre maintenant SQL, on va lui demander de faire une autre action en langage SQL. Donc, pour ce faire, je fais quoi? Bah, je fais set
Je veux changer quoi cette fois-ci? C'est la variable SQL. Et je veux quoi? Là, ils nous disent essayer avec Show Database. En anglais, montre-moi les bases de données qui sont présentes. Database. Je fais un run, et là, le résultat, il est différent. Là, il nous dit, ouais, j'ai quatre bases de données sur ce serveur. On a schéma d'information, MySQL, schéma de performance, et une quatrième table qui s'appelle 6, comme système. Donc, vous voyez comment vous pouvez aller requêter. euh, Est-ce que je peux vous faire un exemple encore plus trivial? Est-ce que je peux lui dire select all from 6? Donc là, je lui fais quoi? Je lui dis en langage SQL, je lui dis tu me chopes Astérix, wildcard, tout ce qu'il y a de la table qui s'appelle système. On va voir le résultat. Donc là, il nous dit ah, pardon, je fatigue. Select from. Bah si, c'est pas une table ça. Ah oui, select to from 6 where bah tout. Si je fais un run, il me balance aussi une erreur. Bon, comme je connais pas le nom des tables, j'improvise, mais là il me balance une erreur. Mais voilà, en grosso modo, on peut requêter en base de données. Là, j'ai pas envie de trop vous embrouiller parce que c'est déjà assez complexe, mais vous voyez que vous pouvez communiquer directement via le module Metasploit et lui demander n'importe quelle requête SQL sans être connecté à la base. Juste parce que naturellement, vous avez la base de données. Vous avez une deuxième possibilité. Toutes ces commandes, vous pouvez vous connecter avec MySQL. Ça marche aussi. C'est le même résultat. C'est juste deux méthodes d'aller requêter en base de données. Mais pareil, faut. Je veux pas trop vous saouler parce que c'est déjà assez complexe. Je pense qu'on est néophyte et qu'on a aucune notion en base de données. Mais voilà, comment on peut déjà, donc là on a fait notre énumération et on a vu qu'on peut utiliser à la fois des scripts MySQL, je vous en ai montré un, et comment on peut utiliser deux modules, et dans chaque module on peut modifier aussi les variables pour faire différentes choses. Au début, on lui a demandé select module, euh, tac tac tac, donc ça, ben, on a vu que ça nous donnait ce résultat, mais quand on change et qu'on fait show database, eh ben là, on voit que c'est un autre résultat, ce qui est logique. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Avant qu'on commence à l'exploitation proprement dit de la base de données et qu'on récupère des informations sensibles, comme des noms de base de données, eh ben, qu'est-ce qu'on sait? Eh ben, on a nos MySQL Server Credential. On a nos mots de passe de la base de données. Ils nous les ont donnés. C'est root et password. On a la version MySQL Running. Il nous l'a dit. On s'est connecté. On sait que c'est du Ubuntu en 5.7.29, etc. Le nombre de bases de données. On est allé sur Metasploit. Il nous a dit, hey Coco, t'as 4 bases de données et leurs noms. Les noms, ils sont affichés ici grâce à la commande set SQL show database. La commande SQL s'appelle show database. Donc on voit qu'on a récupéré pas mal d'informations. Donc, avant d'exploiter la machine, il va falloir que je vous parle de quelques mots-clés et de ce qu'on appelle la terminologie en fait, hein. Donc en MySQL, je vous l'ai dit, un schéma, c'est synonyme de base de données. On peut substituer le mot schéma par base de données en syntaxe MySQL. Par exemple, on peut utiliser la commande create schema au lieu de create database. Sous les autres langages SQL, généralement, pour créer une base de données, on rentre la commande create, créer une base de données avec le nom de la base de données. Et ben, dans MySQL, si on fait un create schema avec le nom du schema, du schéma, pardon, et ben c'est exactement le même résultat. Donc ça, en MySQL, il faudra le savoir. Quand on parle de schéma, on parle de base de données. Quand on parle de base de données, on parle d'un schéma.
Et il est important aussi de connaître tout l'aspect, je vous disais, relationnel, en fait. Euh, Dans le produit Oracle, et MySQL est un produit Oracle, en fait, les schemas représentent uniquement une partie de la base de données. Les tables et les autres objets qui sont détenus par un utilisateur. Donc, en MySQL, eh ben, c'est toute la base de données. On parle, c'est interchangeable. Dans le produit d'Oracle, qui est pas MySQL, excuse-moi, je vous ai dit une autre bêtise, qui a une autre solution par Oracle de SQL, Structure Query Language, eh ben, le schéma, à l'inverse, c'est pas toute la base de données, c'est juste les tables et les objets détenus par un utilisateur en base de données. Et ça fait une différence. Ensuite, les haches, et on voit ça partout et on va apprendre à les craquer. Dans le prochain module, je vous parlais de crypto et on va voir comment on peut défoncer de la cryptographie, comment on peut récupérer les haches qui sont chiffrées et récupérer les mots de passe. Un hash, c'est quoi? On va faire très simple. C'est un algorithme mathématique cryptographique et c'est un produit. Le hash est le produit donc d'une formule mathématique d'un algorithme cryptographique qui transforme quoi? Deux choses. Il prend un truc en entrée et il nous le donne en sortie. Qu'est-ce qu'il prend en entrée? Il prend une variable, euh, une entrée de longueur variable. Donc une entrée, dit entrée, dit soit des chiffres, soit du texte. Donc ça peut être par exemple ça. Ça, c'est en entrée. Elle est de longueur variable. Et en sortie, eh ben, elle met en sortie, pardon, en longueur fixe. Ce que j'entends par là, c'est que ça, voilà, pour vous le montrer. Imaginons ça. Voilà, très simple. C'est un exemple. Eh ben, en H, ça correspond à je sais pas, un exemple bête, mais 123 DAEF. Ok? Ça, c'est le H, et on voit bien que le H, il est de longueur fixe. À l'inverse, ce qu'on rentre en entrée, avant de le passer à la moulinette et d'en faire un H, c'est de longueur variable. Et comment vous expliquer ça? C'est que si je fais varier ça, tout le H, il est modifié. Par contre, à chaque fois que je mets ça en entrée, le H, il sera toujours fixe. Ça sera toujours 123 DAEF. Et c'est comme ça qu'on sait qu'un fichier est modifié ou pas. Vous pouvez hacher et vérifier qu'un fichier que vous avez téléchargé d'Internet est bien le fichier qui correspond, qu'il n'a pas été tempéré, modifié par une attaque du milieu ou qu'il est corrompu. À l'inverse, dès que je modifie mon entrée, j'efface, et là, le résultat sous forme de hash, il va être totalement différent. Cette fois-ci, exemple très trivial, ça sera peut-être 124 AECF. Donc en fonction de l'algorithme de cryptographie, on verra ça plus tard, qu'on utilise, en fonction de la longueur variable, le résultat va être différent, mais toujours de longueur fixe. H est toujours de longueur fixe. Peut pas s'accroître en fait. C'est pas parce que vous modifiez l'entrée que votre H il va continuer à accroître, accroître, accroître. C'est pas possible. Ça c'est impossible. C'est théoriquement, mathématiquement impossible. Par contre, en entrée, rien ne vous empêche de entre je vous donne un exemple. Hein. Tata et Tata de Brest, vous voyez que la longueur, elle est pas pareille hein, en termes de caractères spéciaux, ou si vous rajoutez deux chiffres. Tata de Brest 0,7. Là, on voit bien qu'on est en train d'allonger l'entrée. Là, forcément, ça va modifier le H, mais le H restera à une longueur fixe. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ça peut vous paraître du chinois, vous comprendrez ça avec le temps, concrètement. Mais je vous montre un exemple. Tout simplement, moi j'utilise un outil franchement super génial. Vous téléchargez un fichier. Je vous montre un exemple. Je veux aller récupérer une image de Kali. On va aller récupérer ça.
Comment fonctionne le hash? Le hash, ça permet de récupérer des données chiffrées et ça permet d'être utilisé en base de données et ça permet de vérifier l'intégrité des données. Je vous montre un exemple. Euh, Image Kali Linux. Ok. Je vais sur le site. Je veux télécharger un ISO pour installer une VM ou l'installer sur ma machine. Qu'est-ce qu'ils me disent? Bah, tu le télécharges et moi je te dis, là j'utilise le SHA 256 SUM, et ben voilà, voilà le résultat. Et moi qu'est-ce que je vais faire? Eh ben grosso modo, je vais vérifier que c'est bien ce code. Si le code diffère avec le fichier que j'ai reçu, eh ben c'est que soit le fichier a été modifié, il y a peut-être un virus dedans, soit il est corrompu et il y a des paquets réseau qui se sont perdus et la transmission, malgré le TCP, eh ben elle a foiré et j'ai une image incomplète. Comment je peux faire ça? Je vous montre un truc, je récupère propriété, vous téléchargez un programme, vous allez dans sécurité, dans hachage, et le programme, il s'appelle hashtab. Et hashtab, je vais sur mon ISO, je fais clic droit propriété, donc là, bien sûr, le hash sera différent, mais vous voyez qu'automatiquement, il me calcule en CRC 32, 64, MD5, SHA-1, SHA-256. Et là, je vais pouvoir, imaginons que ça soit l'image de Metasploit, ou de, pardon, de Kali Linux. Là, lui m'affiche le SHA-256 de mon fichier. Après mon téléchargement, j'ai juste à retourner sur le site, copier, je retourne sur mon onglet, et là, je lui dis, tu me le compares. Pardon. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Coco, fais gaffe, le H là, il est pas bon. Alors là, bien sûr, là c'est une vidéo que je suis en train de vous uploader. C'est pas l'image de Kali Linux, mais si c'était le cas, vous voyez où je vais en venir. Il va vous dire, bah là c'est bon. C'est bon, la comparaison de hachage, eh ben, garantit l'intégrité du fichier que vous avez téléchargé. Donc ça, c'est un petit programme sous Windows que je vous conseille, Hashtab, qui en un clin d'œil va vérifier que vos torrents, vos fichiers peer-to-peer, l'installation même de votre vidéo, euh, un fichier que vous avez envoyé quelqu'un, une connaissance, ou une image téléchargée par exemple sur le site de Kali Linux, est bien intègre, qu'elle n'a pas été tempérée, on n'a pas ajouté des virus dedans, et que le fichier est propre, il n'est pas corrompu, pour pouvoir installer un système d'exploitation qui n'est pas corrompu. Sinon, ça sert à rien, vous allez avoir un système buggé. Donc ça, c'est vérifier l'intégrité via les haches. Mais, comme je vous ai dit, on peut s'en servir aussi en base de données. C'est ce qui nous explique un peu plus loin. Je vais y venir. Donc, je reviens. En MySQL, les haches peuvent être utilisées de différentes façons. Ça permet par exemple d'indexer des données dans une table de hash. La table va regrouper tous les hash d'un index. L'index dans une base de données, c'est quoi? Bah, c'est comme dans un livre. Dans un livre, vous avez l'index. L'index vous regroupe les différents thèmes abordés, les différents sujets, les différents chapitres avec le numéro de page. Eh ben, dites-vous que le numéro de page, c'est le H. L'index, eh ben, il est contenu dans la table. Et la table, en fait, se réfère à l'index, pardon. Donc, quand on va aller requêter sur l'index, eh ben, qu'est-ce que ça nous affiche, l'index? Ça nous affiche la table. Et dans la table, il y a quoi? Il y a les H. Quand je vais à la dernière page ou à la première page de mon index dans un livre, ça me regroupe quoi? Eh ben, la table, c'est quoi? C'est tous les chapitres. Et tous les chapitres, ils sont sous forme de numéros de page. Vous voyez où je veux en venir un peu? Mais c'est le même principe. On a toujours un index, différentes tables, et dans les tables, on a différentes. Là, c'est la table qui concerne les H. Donc chaque H a un ID, un identifiant unique qui va servir donc ce qu'on appelle un pointeur vers la donnée originelle. Je vais faire très simple, mais très simple. Imaginons que vous avez un tableau. Ok. Tac tac tac. Merde, je le fais. Il va falloir que je fasse. Eh ouais, il va pas vouloir. Donc on va faire un sudo nano, on va voir. Sudo nano.
Je suis encore enregistré. Vous avez un tableau. Très simple. On va faire très très simple. Donc ça, on va dire que c'est un tableau. Là-dedans, j'ai... Donc là, on va dire que j'ai une table. La table, elle s'appelle fruits. Ok? Là-dedans, j'ai quoi? Dans ma table fruits, eh ben, j'ai mes fameuses clés secondaires. Fruits, c'est ma clé primaire. Puis, dans ma table, pardon, j'ai mes clés secondaires. La clé secondaire, ça va être quoi? Eh ben, ça va être banane. Ça va être euh, orange. Ok? Et ça va être myrtille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, banane, on va prendre un truc simple. Allez, poire. Ok? Donc, on a nos clés secondaires qui sont reliées à ma clé primaire. En effet, un fruit, ça peut être une banane, ça peut être une orange, ça peut être une poire. Par contre, une poire, bien sûr que c'est un fruit, mais il n'y a pas que ça. Il y a des oranges, des bananes, il y a des myrtilles, il y a des fraises et tout ça. Vous voyez je veux en venir un petit peu au niveau de la relation, même si c'est un mauvais exemple, ça peut vous induire en erreur. Mais le principe du pointeur, je vais dire, eh ben, banane, j'ai 10 bananes dans ma table et elles sont jaunes. Ok? Là, bah, j'en ai 8 et elles sont oranges. Une poire, allez, on va partir du principe que m'en voulez pas, c'est vert et j'en ai 4. Ok? Donc là, qu'est-ce que traduit la base de données en fait? Eh ben, elle dit, grosso modo, j'ai une variable. Donc qu'est-ce que je vous dis? Pardon, j'ai un quart. Car c'est quoi? C'est un string, grosso modo. Et en effet, banane, c'est en gros B-A-N-A-N-E, 6. Ok? Qui est égal à la valeur. Donc c'est très schématisé. 10, jaune. Donc là, comment on traduit en fait la base de données? Elle dit, dans fruit, de première ligne, j'ai banane. Banane pour moi, c'est des caractères, c'est une chaîne de caractères, string. Pourquoi une chaîne? Parce que bah, il y a plusieurs lettres, il y a B, A, N, A, N, E. Et c'est égal à 6. Donc je vais stocker banane dans une case mémoire qui fait 6 blocs et ce sont des caractères. Un exemple très simple, enfin très simple, j'espère que ça vous parlera. Mais grosso modo, j'ai ma pile de mémoire, comme je vous disais, un peu comme le buffer overflow. Et là, je vais lui dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Et ben là-dedans, dans la base, en mémoire, tu me stockes quoi? Bah, tu vas me stocker B, A, N, A, N, E. Et voilà. Et tu n'utilises pas plus de mémoire. Et cette valeur, elle va être égale à, bah, j'en ai 10 en base de données. OK? Et en plus, je peux dire qu'elles sont jaunes. Et jaune, c'est quoi? Bah, c'est aussi, donc 10, c'est quoi? Eh ben, c'est un int, c'est un integer, c'est ce qu'on appelle un entier en mathématiques. Donc, banane, qui est 6, un string de caractères de 6, est égal à 10. Parce que dans ma base de données, si c'est un magasin, j'ai 10 bananes. Et je peux les qualifier aussi, elles sont jaunes. Donc vous voyez qu'on peut ajouter plein d'informations en base de données. Je vous la fais vraiment très très simple. Mais ça prend beaucoup de place parce qu'à chaque fois, pour pouvoir stocker une donnée dans la table, eh ben, il faut lui délimiter de la mémoire. Dire, bah là, c'est un entier qui vaut 10. Là, c'est une chaîne de caractères qui vaut 6. Là, ma chaîne de caractères, elle vaut quoi? Elle vaut aussi 6. Orange, c'est O-R-A-N-G-E. Poire, par contre, ça prend moins de place. Poire, en base de données, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est un quart de 5 pour stocker les données. Vous voyez un peu où je veux en venir? Eh ben, le principe,
c'est qu'on va utiliser un pointeur. On va faire un hash de tout ce que je viens de vous montrer pour banane. On va dire, bah ça, la donnée, au lieu de la stocker avec tout ce qui est déclaration, faut que des entiers, des chaînes de caractères et tout ça, dans ma pile mémoire, je vais lui dire, bah ça c'est 0x226. Un exemple, en hexadécimal. Et à chaque fois que je fais une requête dans ma table fruits pour avoir le résultat de banane, et banane c'est quoi? Eh ben, c'est le pointeur 0x266. Et 0x266, eh ben, il pointe vers quoi? Vers 10, le résultat, et en plus la couleur elle est jaune. Un exemple. Eh ben, tout ça pour vous dire que on va utiliser des hashes. Et les hashes, c'est quoi? Eh ben, c'est ces fameux pointeurs. Parce que en mémoire, il est beaucoup plus facile de stocker dans une pile mémoire, une stack, une memory stack, ça, 0x266, que retenir tout ce que je vous ai mis avant. Banane, 10, jaune. Ça prend beaucoup plus de place. Et quand vous avez d'énormes bases de données avec des milliards de tables, avec des milliards d'utilisateurs et des milliards de clés primaires et de clés secondaires, vous voyez qu'il faut réduire au maximum la taille. Pourquoi? Parce que quand vous allez requêter sur votre base de données, plus la donnée est concaténée, est petite et prend peu d'espace. Parce que finalement, vous les stockez quoi? Je vous ai dit dans des piles mémoire. Mais ces piles mémoire, en fait, c'est quoi? Bah, c'est des blocs mémoire. Au niveau hardware, là, on est en très bas niveau. Ça, c'est de l'abstraction. Là, je vous parle de la haute abstraction. Ça, c'est le langage de base de données. On va lui définir les variables pour les stocker. Mais après, votre ordinateur, lui, il est en bas niveau. Il va comprendre le pointeur, que ça fait le lien entre le haut niveau et le bas niveau. Mais en bas niveau, bah, vous avez 4 kilooctets. 4 kilooctets, c'est quoi? Bah, c'est 4 cases, en fait. Et chaque case fait quoi? Eh ben, 1 kilooctet. Un exemple, hein, très simple, mais pour que ça vous parle un peu. Voilà. Là, j'ai 4 kilooctets. Alors, si j'écris euh, Titi, bah ouais, Titi, ça va me prendre 4 kilooctets, hein, pas de problème. Si j'écris Tata, bah ça va me prendre aussi 4 kilooctets. Si j'écris par contre je, bah là, au niveau mémoire, mon fichier, il fait plus que 2 kilooctets. Parce qu'il y a 2 kilooctets qui sont utilisés. Un, 2, et les deux autres, bah il n'y a rien dedans en fait. Ils sont vides. Donc j'ai 2 kilos plus 0 kilooctets. Mais le tout, ça fait bien mes 4 cases qui font 4 kilooctets. Donc voilà, je m'arrête là, mais c'était juste pour schématiser, parce que franchement, Triacme, il vous explique pas du tout, il vous donne les informations, les notions, et après, débrouillez-vous. J'ai essayé de schématiser au maximum avec toutes les possibilités que me laisse un simple éditeur de texte, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais voilà, grosso modo, le fonctionnement. Donc ça, on peut utiliser les haches, et les haches vont servir à faire des pointeurs. Ils vont dire, ok, t'as les données qui sont enregistrées en base de données, mais moi, pour optimiser les temps de réponse avec la base de données, pour optimiser les requêtes sur la base de données, pour prendre moins de place, je vais utiliser les hashes avec des ID uniques qui vont servir de pointeurs. Ce qu'on appelle un pointeur. Vous avez des pointeurs en langage de programmation et vous avez des pointeurs en base de données. Le principe est le même. Le principe du pointeur permet de dire au programme ou à la mémoire, vice-versa, eh ben écoute, moi je veux que tu me déclares une variable qui s'appelle nom. Le nom, c'est Toto. Toto, T-O-T-O, ça va prendre 4 kilooctets et je veux que tu la stockes dans ma stack memory. La stack memory, c'est ma pile de mémoire. Et la pile de mémoire, je vous ai dit, c'est comme un casier avec bah, différents rangements, différents dossiers. Le dossier 0, il est tout en bas. Le dossier 10, il est tout en haut. Et bah, Toto, ça va prendre 4 kilooctets et ça va le mettre au dossier 0, tout en bas de mon tiroir. Et je vais pouvoir jouer avec mes pointeurs pour faire des appels, des calls dans mon programme et récupérer des données, les trier, faire des opérations mathématiques et j'en passe et des meilleurs. C'est pareil en base de données. Donc ça crée bien un index qui va avoir
les pointeurs qui sont quoi? Eh ben, des haches avec un ID unique qui vont permettre de comprendre comment on organise la donnée. C'est bien les données originelles, mais elles sont concaténées, elles prennent moins de place et on voit que c'est beaucoup plus petit en termes d'espace, comme j'ai cherché à vous expliquer. Et donc ça permet aux valeurs d'être recherchées et d'être accédées beaucoup plus efficacement. Donc ça, c'est l'art vraiment, et c'est le plus dur, c'est que, en effet, vous pouvez créer, gérer le langage de programmation, stocker des variables, tout ça, ça se fait au niveau haut d'abstraction, c'est-à-dire niveau serveur, niveau SQL, niveau applicatif, client, serveur. Mais après, il faut pas penser au bas niveau. Vous donnez même si elle fonctionne dans un programme, même si elle fonctionne dans un langage de programmation, même si elle fonctionne dans un système de gestion de base de données, elles sont toujours stockées quelque part. Et là, ça sera quoi? Ça sera sur un disque dur, sur un SSD, sur une grappe de disque dur. Et ça, là, c'est en bas niveau. Et le fonctionnement en bas niveau, eh ben, c'est pas le même que du haut niveau. Et le haut niveau, c'est quoi? C'est au niveau applicatif. Tous les langages de programmation, SQL en base de données ou orienté objet, c'est pas du bas niveau, c'est pas de l'assembleur, c'est du haut niveau. Ça permet de communiquer avec la machine, mais la machine, elle comprend les informations tout autrement. Donc il faut trouver un moyen efficient de communiquer. Eh ben, les pointeurs, le hash, ça peut être en base de données, justement ce lien qui va permettre de prendre beaucoup moins de place sur le disque dur et d'optimiser les requêtes. Voilà où je voulais en venir. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais je voulais bien que ça soit entre guillemets clair au niveau de la théorie. Donc les données, on peut les extraire et également, bah, on peut extraire des passwords. Je vous ai dit, les passwords, c'est quoi? Eh ben, un password, si je reviens sur mon exercice, le password Toto, on va le hacher avec quoi? Eh ben, un algorithme. Et l'algorithme de crypto, il va quoi? Bah, donner une valeur. Et là, il va dire, bah, écoute, moi, maintenant, Toto, c'est 0x80f01. OK? Et donc, le hacker, il peut péter la base de données, mais il va pas avoir Toto en clair. Il va avoir 0x8f01. Et pour pouvoir retrouver Toto, bah, il va falloir qu'il fasse le chemin inverse. Il va falloir que il repasse par un algo de, de déchiffrement pour retrouver bah, le mot de passe en clair, qui est Toto. Donc, chiffrage, déchiffrage. On ne parle pas de crypto, enfin on parle de crypto, mais on parle pas de crypter, en fait. Crypter, tout ça, si vous êtes un informaticien, on parle de chiffrement. On dit le système est crypté, non, c'est faux. Le système est chiffré. Et très souvent, les journalistes, certains profs, se trompent. C'est mathématique, on parle de chiffrement en français. Par contre, les Anglais utilisent le terme crypto. Donc, mais crypto, ça veut dire quoi? Ça veut dire caché hein, en grec. Donc, voilà. Donc voilà, c'est très simple, mais on peut se servir. La troisième possibilité, c'est de se servir des haches pour chiffrer les données et les déchiffrer. Donc voilà, vous pouvez faire un exemple. Vous pouvez faire un cat etc shadow. Et là, je vous le montre pas, mais en fait, vous aurez tous vos mots de passe sous forme de hash. Et c'est ce que recherchent les hackers pour pouvoir ensuite casser le chiffrement et récupérer tous les mots de passe en clair eh ben, des utilisateurs. Donc je m'arrête là. On va passer au cracking. Donc, comment on peut craquer cette petite merde, grosso modo? Eh ben, on va utiliser un scanner. Et je vous ai dit tout à l'heure en MySQL, contrairement à d'autres comme Oracle, comme Microsoft, quand on parle de schéma, on parle de base. Donc on va utiliser un module qui s'appelle MySQL Schema Dump. Schema Dump, eh ben MySQL et dump de base de données en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Un dump, c'est quand on demande d'afficher tout, et un schema, un schéma, on a vu que c'est également une base de données. Donc qu'est-ce que va faire ce module? Eh ben
il va, il est dans Auxiliary Scanner MySQL, il va dropper, il va balancer toutes les résultats d'une base de données précise. Je vais vous montrer. On revient sur Metasploit et je reviens sur mon module. Là, je veux quoi? Je veux un use. Je vais zoomer, pardon. Auxiliary, toujours. Qu'est-ce qu'on veut? Bah, rester dans admin. Ah, MySQL, on est d'accord? Et on a MySQL schema. Ah, il est ailleurs. Ah, il est dans Scanner, pardon. Excusez-moi. Scanner, MySQL. Et là, c'est schema dump. Voilà. Show option. Qu'est-ce qu'il nous raconte le garçon? Donc, on a plein de variables et ben, on va essayer de dropper, de voir un petit peu ce qu'il en est. Password, bah, je vais lui donner moi. On va faire un set password, puisque le mot de passe s'appelle password. Je vais faire un set username et je veux me connecter en route, comme tout à l'heure. Le thread, on laisse. Le port, c'est le 3306, c'est parfait. On va faire mon set rhost pour lui donner l'adresse IP de la machine que je n'ai plus, comme par hasard. Qui est là. Ok. Donc maintenant, petit instant, on va se rentrer ça et on va voir les différents résultats. Et là, ça marche. Bon, parfait. On va pouvoir terminer. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette commande, ce module qui ne marche pas? Je sais pas pourquoi. Chez moi, il marche pas. Là, ça a l'air de marcher du premier coup. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, tout simplement, ça dump toutes les tables qui sont présentes sur la machine. Et on a une table qui est intéressante, c'est ce qu'on nous demande ici. Je reviens là. Il nous demande donc utiliser la commande schema dump. On y revient. Donc, voilà. Et quel est le nom de la dernière table qui est dumpée. Et si on revient sur notre exemple, euh, oh, oh, putain, je me perds avec tous ces onglets. Ouais, ok, il est passé où, excuse-moi? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Bah, la dernière table. Et la dernière table, elle s'appelle X-Weight Global Latency. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? On a des tables, et dans ces tables, il y a différentes colonnes, avec des types. Donc, vous voyez, je vous disais, je vous parlais des var, des chars. On a là une case mémoire qui est définie par des variables et des chars, donc des caractères, variables, 128 octets. Là, on a un big int, ça veut dire des gros entiers. On a, vous voyez, différents termes pour définir les cases mémoire. On a des big int, on a des varchars, on a quoi d'autre qui est utilisé ici? Il n'y a pas de décimale. Si, décimale, c'est pour définir bah, un chiffre en décimale. Donc vous voyez qu'on a plein d'appellations pour stocker. Mais bon, ça, il faut avoir des connaissances un petit peu en base de données. Pour l'instant, ça va pas vous parler énormément. Mais je vous parlais des entiers, je vous parlais des gros entiers, big int, des var, des cars, des varchars. C'est ça, ça se prononce car, hein, pas char. Et ça veut dire les caractères, en fait, variables. Donc user, en effet, dans une case mémoire de 32, j'ai largement la place de mettre un utilisateur qui s'appelle Toto, Tata ou Bob de Marseille. Voilà, un exemple. Donc là, on arrive bien à notre truc. Je vais fermer la session parce que c'est en train de me rendre fou, VNC, surtout avec ma petite connexion. Mais on va essayer de repasser sur l'autre. Sinon, il faudra que je relance la machine, on verra. Donc, ça je dégage. On repasse sur ma VM. Donc c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah super, t'as réussi à dumper en fait les tables avec le nom des colonnes de l'ensemble de la base de données.
qu'on voit la puissance du module MySQL Schema Dump. Pour peu qu'on ait, encore une fois, le mot de passe et le password. Et le mot de passe, pardon, et le nom d'utilisateur. Là, c'était root et admin. Donc, maintenant, on va utiliser HDump et on va voir un petit peu la différence, en espérant qu'il se lance sur ma machine. Donc, je fais relancer MSF console et on va utiliser HDump et voir un petit peu ce qui se passe dans la place. Je retourne l'adresse IP, là on est bon, je rezoome. Ok, donc je veux quoi? Je veux utiliser un auxiliaire, un scanner, un MySQL, et là je veux du HDump. Ok, show option. Montre-moi les options directes. Donc, il nous faut un password. On va lui faire set password. On a vu que c'était password, le password. Le username, set username. Là, bon, on a vu que c'est toujours root, je ne change rien. Les threads, on va essayer de les augmenter pour que ça aille un petit peu plus vite. On va les mettre à 32. Le port, on n'a pas besoin de le changer. Et le rhost, je vais le définir. Set rhost. Ok. Là, ça marche. Youpi! Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh ben, il a récupéré ce qu'on appelle du loot. C'est comme dans un jeu vidéo. Quand vous avez du loot, c'est que vous êtes allé récupérer du matos. Vous avez récupéré du stuff. Et là, notre stuff, c'est quoi? Bah, c'est le compte root. C'est le compte MySQL. Donc, le root, il nous le donne pas, puisqu'on s'est connecté avec le root. Il part du principe qu'on le sait, c'est password. Par contre, il nous donne tous les hash. This is not invalid password, this is not can be used. Donc ceux-là, on ne pourra pas les utiliser. On voit par contre, là, qu'on vient d'utiliser. Celui-là, on peut l'utiliser. Celui-là, on peut l'utiliser. Et ça, on peut l'utiliser. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai dit tout à l'heure, et c'était pas des bêtises, je vous ai dit les hash prennent en entrée une chaîne de caractères variables, en sortie, une chaîne de longueur fixe. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, forcément, root et l'utilisateur Carl, ils ont pas le même mot de passe. Peut-être que root, il va avoir administrateur comme mot de passe. Peut-être que Carl, ça sera Carl 777 015 023 33 point d'exclamation. Peu importe. On voit que, par contre, après l'étoile, le H a exactement la même longueur. Peu importe ce qu'il y a en entrée, en sortie, après la cryptographie, le H est de taille identique. Vous voyez bien que le H ici a la même taille que le H qui est ici. C'est ce que je vous disais en préambule. Donc, que ça soit bien clair dans vos têtes. Donc là, grosso modo, c'est cool. On peut utiliser 3 H. On a Debian System Main, on a root, on a tar. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Quels est les défauts? Bah oui. Par défaut, vous avez le sysmain, il existe toujours. Le root, il existe toujours. Carl, par contre, c'est un utilisateur non standard, comme il l'entend. Donc, c'est bien Carl. Donc maintenant, comment j'ai récupéré toutes ces informations? Eh ben, on va continuer au niveau de notre hack. Donc là, on a vu qu'on a récupéré le loot. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce loot? Eh ben, on peut utiliser des combinaisons de user et de hash. On a vu que la combinaison, c'est quoi ici? Utilisateur, deux points, séparation, hash, étoile, plus le hash. Donc ça, je peux m'en servir pour faire quoi? Eh ben, faire des attaques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, là, le but, je vous ai toujours dit, le hash est une forme mathématique cryptée, chiffrée, du mot de passe qui est en clair. Eh ben, maintenant, il va falloir qu'on fasse l'opération inverse. À la création du mot de passe, on a pris le mot de passe de Karl, on l'a chiffré avec un algorithme. Eh ben, nous, maintenant, il va falloir trouver cet algorithme, casser le chiffrement via cet algorithme, pour trouver quoi? Eh ben, le mot de passe en clair. Pour l'instant, on n'a que le hash chiffré. Donc comment on peut faire ça?
Eh ben, on va utiliser en fait John l'Éventreur, donc John the Ripper, qui permet de craquer des mots de passe. Je vous ferai un tuto complet là-dessus et on va voir concrètement comment eh ben, on peut se servir de ça. Donc, comment je peux faire ça? Eh ben, on va craquer, on va voir l'algorithme qui est utilisé. À mon avis, c'est l'algorithme de chiffrement qui s'appelle MySQL SHA-1. Donc ça, on le verra. Et généralement, il est assez facile à attaquer par force brute. Donc, je vais m'ouvrir un autre terminal. Non, je vais même le mettre à côté. Comme ça, on va tout à fait comprendre ce que je vais faire. Vous allez tout à fait comprendre ça. Donc, je m'ouvre une autre fenêtre. Je vais venir zoomer aussi, que vous voyez bien. Et là, on a eu donc notre loot. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier qui s'appelle Carl. Ok? Donc là, j'ai mon fichier Carl. Qu'est-ce que je vais faire dedans? Eh ben, je vais lui demander d'écho, d'afficher quoi? Eh ben, d'afficher la clé de Carl. Et la clé de Carl, c'est quoi? Bah, c'est celle-ci. C'est étoile plus le A. Ok? Je passe là-dedans. L'écho, je lui dis quoi? Bah, je lui dis, bah, tu sais quoi, tu vas me écho ça. Alors, je vais passer en plein écran. Ça va m'emmerder. Tu me écho ça. Voilà. Et tu me le mets dans mon fichier qui s'appelle Carl. Si je fais 4 Carl, j'ai bien le H. Ok? Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tout simplement, je vais utiliser John, qui appelle John l'Éventreur. Et John l'Éventreur, je vais lui dire, bah, tu vois, là, j'ai un H. À toi de trouver l'algorithme. Et je veux que tu me casses le H chiffré dans le fichier qui s'appelle Carl. Voilà. Et là, il le pète en 2-2. Et le mot de passe, c'est Doogie. Doogie. Ok? Donc, ça, c'est cool. On a pété le mot de passe de Carl en base de données. Mais à quoi ça nous sert? Eh ben, concrètement, ça nous sert à nous connecter en SSH. Puisque tout à l'heure, on avait vu qu'en préambule de notre attaque, on partait du principe que on n'avait pas réussi à pirater le SSH, et donc on voulait s'y connecter, et qu'on s'est dit, ben, on va aller regarder dans la base de données, il y a forcément le mot de passe de Carl pour se connecter en SSH. Maintenant, on sait que le mot de passe pour se connecter en SSH de Carl, c'est Noogie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se connecter en SSH. Voilà. Donc, l'intérêt de pirater la base de données, récupérer le mot de passe chiffré de la connexion de Carl en SSH, protocole SSH. Donc, SSH, j'ai pas besoin de faire mon I, parce que là, j'utilise pas des clés privées publiques. Je mets juste Carl. T'es gentil, Carl. Je te mets l'adresse. Ah bah non, il l'a changé. Je mets l'adresse IP, pardon, excusez-moi, qui est ici. Et là, je vais utiliser le mot de passe Doogie. Yes. Doogie. Et ça ne marche pas. Putain. Comment tu l'as, comment tu l'appelles? J'ai fait, moi, tous les coups, j'ai fait une faute, j'ai mis deux. Ouais, il n'y avait pas deux autres. C'est moi qui merde. Pardon. Doogie, Doggy. Et voilà. On est connecté avec le compte de Carl. Super. Qu'est-ce qu'il y a? On a un fichier texte. Bah, on peut lui demander de nous le sortir. Et qu'est-ce qu'on voit? On a notre flag MySQL. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On a vu un peu comment énumérer une base de données MySQL, comment l'exploiter, en partant du principe qu'on avait quand même réussi dès le départ à trouver le compte admin et son mot de passe. Mais à partir de ça, vous voyez comment on a pivoté jusqu'à jusqu'au compte SSH de K. Donc, je vous mettrai des ressources
Et, euh, et on verra même un petit article que je vous laisserai lire de la NSA qui explique que malheureusement il y a beaucoup de VPN qui peuvent être piratés via ces techniques. Donc on aura vu le NFS, comment énumérer le NFS, comment exploiter le NFS, comprendre le SMTP, voir en sortie aussi, en entrant, pardon, parce que ça c'est en sortie, l'IMAP et le POP, voir comment énumérer le SMTP, comment exploiter le SMTP, comprendre MySQL, énumérer MySQL, exploiter MySQL. Voilà. Là, c'était le dernier module qui traite sur le réseau. J'espère que ça vous a plu et on se verra pour continuer ce module. Je crois que je suis à 70%, quelque chose comme ça. Et le prochain module, ça sera crypto. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. On verra les bases, les fondamentaux, encore une fois, puisque je ne prétends pas vous apprendre tout, c'est impossible. On aura le web hacking, mais ça c'est un peu technique et c'est beaucoup d'heures. Je vais essayer d'abord faire crypto, je pense. Windows Fondamental, Privilege Escalation, Basic Computer Exploitation, et la fin de la fin, je pense qu'on fera le web hacking. Parce que je pense que c'est la partie la plus longue. Ouais, elle fait 4 heures. Donc, prochaine fois, pour de 2 heures. Introduction l'encryption, enfin au chiffrement, pardon, et voir comment on peut transformer les données dans un formulaire qui vont permettre à des utilisateurs non autorisés de se connecter, de lire les données en exploitant des primitives. On verra John the Ripper, le fameux John l'Éventreur, qui est un des outils les plus connus avec Hydra ou H4 pour craquer nos amours de H et comment récupérer des mots de passe à la vitesse de la lumière, en tout cas assez rapidement si votre ordinateur est puissant. Après, bien sûr, si vous vous attaquez à des chiffrements 256, 512, 1024, 2048, 4096, ça risque d'être assez costaud. Il faudra des bêtes de machines, des bêtes de cartes 3D. Mais là, on va faire des algos simples, je pense du MD5 et tout ça. Et vous verrez qu'en quelques secondes, avec un portable moderne, donc avec une tour, ça va encore plus vite, vous mettrez que quelques secondes. Et on verra après le principe du hash et tous les mécanismes de sécurité qui permettent de protéger toutes ces informations sensibles comme les mots de passe. Donc, 3 modules sur la crypto. Voilà, je vous dis à très bientôt. Kiffez bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.